France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Avant d'envisager, qui sait, une émission de radio qui poserait la grande question « Comment parler des émissions de radio que l'on n'a pas écoutées ?», écoutons Pierre Bayard au micro d'Alain Weinstein dans un Du jour au lendemain diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 février 2007. Le sujet « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?» Et notez en attendant que Pierre Bayard vient de publier aux éditions de Minuit L'affaire du chien des Baskerville, où l'on apprend que Sherlock Holmes s'est trompé. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pierre Bayard, qui publie « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » aux éditions de Minuit. Car cette rencontre avec les livres non lus sera d'autant plus enrichissante et partageable par d'autres que celui qui la vit puisera son inspiration au plus profond de lui-même. Vous êtes professeur de littérature française à Paris 8, Pierre Bayard, oui, et psychanalyste. Ça me suggère tout d'un coup une question. Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? J'espère, puisque j'ai essayé de le faire dans un autre livre, d'inverser les choses et de me demander quel était le savoir que la littérature portait en elle et qui méritait d'être entendu par ceux qui travaillent sur le psychisme. C'est une démarche que j'ai eue dans un livre qui est consacré, mais aussi que j'essaie d'avoir dans tous mes livres, à la fois de mettre la littérature dans cette position d'un savoir, et puis de pratiquer un certain nombre de renversements par rapport aux formules consacrées. Alors, exemple, rappelons quelques titres. Vos livres, à l'exception d'un seul, je crois, il était 2 fois Romain Gary, qui a été publié aux Presses universitaires de France il y a déjà un certain nombre d'années. Tous les autres livres que vous avez publiés jusqu'à présent sont dans la collection Paradoxe des éditions de Minuit. Et Paradoxe, en l'occurrence, avec vos livres, porte bien son nom. Qui a tué Roger Ackroyd ? C'était le premier, il y a presque 10 ans maintenant. Il est repris d'ailleurs en poche dans la collection Double. Comment améliorer les œuvres ratées ? Enquête sur Hamlet, le dialogue de sourds. Le livre que vous avez déjà commenté, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? Et Demain est écrit. En plus, ces livres-là, vous êtes venu, je crois, en parler, oui, toujours dans Du jour au lendemain. Donc, j'avais une grande fidélité voilà, par rapport à mon œuvre et je vous en suis très reconnaissant. Alors, vous disiez qu'un fil rouge courait de titre en titre. Est-ce que vous pourriez l'expliciter davantage ? Oui, on peut le prendre de différentes manières. J'ai inventé un type de critique que j'appellerais interventionniste. C'est-à-dire, je ne reste pas passif vis-à-vis des textes. J'essaie de les modifier, de les transformer, voire de les améliorer. Exemple, la critique policière avec le livre sur Agatha Christie et le livre sur Hamlet, où j'ai entrepris de montrer que les écrivains s'étaient trompés sur les véritables assassins d'un certain nombre d'œuvres et s'étaient fait duper par leurs personnages.
Et dans ces livres, j'ai essayé de montrer quels étaient les véritables criminels dissimulés et laissant payer, comme souvent dans la vie d'ailleurs, les seconds couteaux. De même, dans ce qu'on pourrait appeler la critique d'amélioration, j'ai essayé d'améliorer un certain nombre de textes de la littérature française, dont il me semblait qu'ils n'étaient pas à la hauteur des qualités, des compétences de leurs auteurs. Dans ce que vous indiquiez, la littérature appliquée, de la même manière, j'ai fait faire surgir des textes littéraires, des modèles théoriques. Donc il y a un mode d'intervention sur les textes qui vise à les transformer, mais il y a derrière surtout la conviction qui réapparaît dans ce livre, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, que la littérature est un objet mobile, qu'un livre est quelque chose qui bouge et que nous sommes trop souvent pris dans des modèles de stabilité. Il est évident que vous et moi avons en même temps le même livre sous les yeux, puisqu'il est dans la même édition, chez le même éditeur. Et pourtant, si on y regarde attentivement, nous n'avons pas le même livre. Et si l'on admet cette idée de mobilité, nous n'avons pas en même temps ce même livre. Et ce livre est en train de bouger, et il va bouger pendant l'émission. Si l'on admet ce principe de mobilité, je crois qu'il y a toute une richesse de la littérature à laquelle on peut être attentif. On peut dire que tout livre est un livre à venir. Les livres sont des détonateurs. Et ce qui se passe toujours après et dehors. L'avenir a partie liée avec cette question de la mobilité. Si les livres, et surtout les œuvres littéraires, bougent, c'est parce qu'elles ne sont pas fixées dans un message théorique, philosophique, qu'elles ont une large part d'indécidabilité, et que, de par cette part d'indécidabilité, elles sont capables de parler à des gens de siècles différents. Et donc, c'est en cela que la mobilité a à voir avec l'avenir. Le livre bouge et est capable de produire de nouveaux messages en fonction des lecteurs, en fonction des époques. Ceci étant surtout valable pour les grandes œuvres littéraires. Du coup, un livre comme celui que vous publiez aujourd'hui, avec son titre « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », peut être considéré comme une sorte de provocation, voire un travail humoristique. Et il n'en est rien, c'est un livre tout à fait sérieux, voire tout à fait grave. Alors je dirais les deux, j'aimerais bien qu'il soit lu des deux manières. J'essaie de faire des livres qui soient humoristiques et graves, avec cette idée qu'il y a un certain type de gravité qui se capte si on passe par l'humour. C'est des livres où il y a une dimension humoristique et ils ne sont pas à prendre à la lettre, surtout qu'ils sont tous portés par une structure de fiction et par un narrateur et un énonciateur qui dit « je » et qui n'est pas moi-même. Mais évidemment, comme tout personnage, il me ressemble pour une part. Mais il n'est pas moi-même, et donc c'est par là que j'essaye d'introduire à un second niveau fictionnel, d'où la part que j'espère réussie d'humour. Mais aussi la part de gravité, parce que je crois que les enjeux sur lesquels je travaille sont des enjeux sérieux dans l'approche des œuvres, et que c'est par ce détour du paradoxe, du second degré, de l'humour, qu'on peut dire certaines choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Comme vous le savez, les grands écrivains sont pour la plupart aussi des auteurs drôles. Pensez à Shakespeare, pensez à Beckett, pensez à Proust. Il y a donc un usage de l'humour qui peut nous conduire à un type de vérité. Ou pensez à Jacques Lacan, par exemple. Ou à Lacan aussi, qui manie l'humour. L'humour, c'est quoi ? C'est une certaine distance par rapport à son propre langage. C'est une certaine non-prise dans les propres mots qu'on emploie. Et donc, c'est déjà un certain travail analytique sur soi et une force de connaissance. Retenons alors, Pierre Bayard, que cette question, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, est une question tout à fait sérieuse. Je pense parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Je crois que, tous ceux qui ont affaire aux livres en professionnel, que ce soit les journalistes, les critiques, les libraires, les enseignants, savent bien qu'à un moment ou à un autre de leur vie, il leur arrivera de parler d'un livre qu'ils n'ont pas lu. Mais même quand ils l'ont lu, qu'est-ce que ça veut dire l'avoir lu ? Est-ce que l'avoir lu, c'est l'avoir lu de la première ligne à la dernière ligne, en la notant ? Même pour des livres que nous pensons avoir lus, il se produit toute une série de processus qui conduisent à dire, quand on travaille sérieusement sur la lecture, que ça n'est pas si sûr que ça. De surcroît, est-ce que c'est indispensable ? Que nous soyons capables de lire de la première à la dernière ligne, comme l'école le transmet, je crois que c'est important, il faut savoir le faire. Mais il y a aussi d'autres manières de lire ou de non lire, que nous autres nous connaissons dans le milieu culturel. D'autres manières de parcourir les livres, d'autres manières de se promener dans les livres et entre les livres dans les rayons des bibliothèques, réelles ou virtuelles. De ce fait,
parler des livres que l'on n'a pas lus, c'est une activité courante, constante, inévitable. Autant le faire bien, d'où le projet de ce livre. Dans le prologue de votre livre, Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui paraît aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe, votre narrateur, qui est peut-être aussi quelquefois un peu l'auteur, je ne sais pas, confie qu'il est né dans un milieu où on lisait très peu, qu'il n'aime pas trop lire et que de toute manière, il n'a pas le temps. Il est souvent arrivé, donc, de parler de livres qu'il n'avait pas lus. Alors, comme nous le disions, le narrateur n'est pas l'auteur. Il y a cette structure de fiction qui est très importante dans mes livres. Mais ce personnage, narrateur, me ressemble par bien des côtés. Il est ce que je suis à certains moments, dans certaines circonstances. Et je crois ce que peuvent être d'autres lecteurs ou non lecteurs. Ce qui est important dans ce début, c'est le né dans un milieu où on lisait peu. Mes parents m'ont transmis l'amour des livres, c'est vrai, et ça je leur en suis infiniment reconnaissant. Par rapport à d'autres que j'ai rencontrés quand j'ai commencé les études supérieures, j'avais tout de même pas le bagage culturel identique. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis rendu compte que même si on m'avait transmis l'amour des livres, il y a un certain nombre de clés culturelles qu'on ne m'avait pas transmises. Et ce livre vise, pour une part, à un public de non-lecteurs dont je crains que la manière dont nous enseignons, quelquefois, puisse les dissuader de lire. Il y a des clés à connaître. Et la clé principale, c'est la diversité des parcours de lecture. Il n'y a pas qu'une manière de lire, même s'il faut la connaître, la lecture linéaire. Il y a aussi d'autres manières, toutes les promenades dans les livres. Et cela, je pense que nous ne le transmettons pas peut-être suffisamment à l'école. Et il y a un risque. C'est que l'image que nous donnons alors de la culture dissuade de lire. Faire croire que tous les enseignants de lettres ont lu Proust de la première à la dernière ligne, ou ont lu Joyce de la première à la dernière ligne, d'abord c'est faux, et ensuite ça risque de donner l'image d'un savoir compact que les hommes et les femmes de culture maîtriseraient, alors que nous le savons bien, notre savoir, même pour ceux d'entre nous qui sont très cultivés, est un savoir troué. Il ne concerne d'abord que quelques livres dans l'ensemble des livres de la culture, et même pour ces livres, ce sont des livres qui sont gagnés par l'oubli, par l'erreur, par le souvenir écran. Et donc, très loin de ce savoir compact que nous risquons de donner envers ceux qui viennent d'un milieu plus populaire. Et comment vous expliquez-vous alors, Pierre Bayard, qu'il y ait si peu de livres qui, comme le vôtre, vantent les mérites de la non-lecture ou rendent compte de l'expérience du non-lecteur? D'une certaine façon, votre livre, vous auriez pu l'intituler, par opposition à celui que Pascal Quignard avait publié au début des années 70, Le non-lecteur. Je crois qu'il y a une sorte de tabou dans notre culture sur la non-lecture et sur le fait qu'il nous arrive de parler de livres que nous n'avons pas lus. C'est pas un tabou aussi important que le tabou de l'inceste, mais il concerne un certain nombre de blessures culturelles qui nous arrivent à nous parce que nous vivons dans cette image qui est transmise, encore pour un temps, de cette culture compacte. Je dis encore pour un temps parce que le livre concerne une société qui est peut-être en train de disparaître. Et comme le faisait remarquer un ami qui était en Amérique du Nord, vous avez bien de la chance en France de vous interroger sur la question de culpabilité qui peut venir à un non-lecteur qui doit parler de Proust, parce que nous, l'idée ne nous viendrait même plus aujourd'hui. Donc ça concerne un petit milieu, j'espère que ce milieu ne disparaîtra pas complètement, dans lequel il y a des formes de tabous qu'il faut lever. Et l'un des buts de ce livre... Une hypocrisie générale. Une hypocrisie générale. Je prends deux autres exemples d'hypocrisie, mais qui sont plus connus. En France, c'est l'hypocrisie portant sur les revenus et l'hypocrisie portant sur la sexualité. Mais on parle peu
parce que c'est moins grave, c'est vrai, de toute cette série de tabous et d'interdits qui concernent notre exhibition culturelle. Je crois quelque chose qu'on apprend quand on est cultivé, et surtout quand on prend de l'âge, c'est de ne plus avoir honte de dire qu'on n'a pas lu tel ou tel ouvrage absolument fondamental de la culture, et on peut d'autant plus facilement le dire qu'on ne ressent plus de souffrance. Parce qu'on sait que la culture, après un certain âge et un certain itinéraire dans les livres, c'est plutôt savoir où sont les éléments dans les livres, être capable de se promener plutôt que d'avoir lu intégralement toute une série de livres. Mais là, votre narrateur n'oublie pas qu'il a pu, dans le passé, être aussi un peu psychanalyste, et il avance l'hypothèse que la non-lecture génère des angoisses qui viendraient de l'enfance. Oui, je crois que ça rejoint un certain nombre de rêves que l'on peut rencontrer dans la clinique psychanalytique, par exemple des rêves d'examen, des rêves où on se retrouve quasiment nu, apeuré, devant des situations traumatisantes. J'ai été frappé depuis que ce livre est sorti par le nombre de témoignages de gens qui m'ont raconté ce que j'appelais tout à l'heure des blessures culturelles. Évidemment, ce ne sont pas des grands traumatismes, mais de la façon dont l'image de la lecture qu'on leur a donnée dans l'enseignement les avait traumatisés, parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils ne seraient pas des vrais lecteurs s'ils ne lisaient pas de la première à la dernière ligne les essais de Montaigne. Alors, nous savons très bien que les essais de Montaigne, ça ne se lit pas de la première à la dernière ligne, ça s'ouvre, ça vit avec, ça ne se lit pas ainsi. Et donc, l'un des buts du livre, et j'espère que c'est aussi un livre de psychanalyste, c'est de déculpabiliser. C'est de décomplexer et d'expliquer aux non-lecteurs qu'ils ont le droit de s'inventer des trajets originaux de lecture et qu'ils ont même le droit, le ciel ne leur tombera pas sur la tête, de parler de livres qu'ils n'ont pas lus. D'où le succès des librairies, sans doute, de votre livre qui est très bien reçu, et j'ai entendu dire, car un livre qui s'intitule « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », il faut absolument le lire. Oui, ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas le dernier livre qu'achèteront les gens et les acheteurs et qui ne prendront pas le message à la lettre se disant maintenant je n'ai plus besoin d'acheter les livres. Car c'est pas du tout le but du livre. C'est un livre d'amoureux de la lecture et c'est un livre pour lire, mais pour lire plus de manière plus différente, plus riche, plus originale. Nous savons bien que la connaissance de la langue, c'est une connaissance des différents niveaux de langue. Être capable de parler comme à la radio ou à la télévision, et puis d'être capable de parler de manière plus populaire. Je crois qu'il y a la même chose pour la lecture. Le bon lecteur, c'est celui qui fait varier ses trajets, ses vitesses, qui ne se culpabilise pas, qui s'invente un trajet dans la lecture. Et c'est cet amour des trajets dans la lecture que ce livre veut essayer de communiquer. Comment avez-vous organisé alors ce travail un peu atypique par rapport aux essais qu'on a l'habitude de lire, puisque il introduit d'abord un narrateur, et ensuite il propose une sorte de déroulement en 3 actes, Ouais. Avec d'abord des manières de ne pas lire, ensuite des situations de discours, pour terminer par des conduites à tenir. Conduites sur lesquelles je resterai peut-être un peu prudent pour ne pas nuire aux ventes du livre. Mais en ce qui concerne les autres parties, d'abord donc j'essaie d'identifier différentes manières de ne pas lire. Il y a les livres qui nous sont complètement inconnus et dont tout à coup nous allons entendre parler simplement par exemple par le titre. Il y a les livres que nous parcourons et nous savons bien que c'est un mode d'accès au livre extrêmement privilégié que le parcours ou le survol, qui n'est pas un mépris du livre, parce que ce parcours ou ce survol, il peut conduire à revenir un jour au livre, au même. Ça peut être tout à fait une manière de respecter le livre. Troisième façon de non lire, le livre dont on a entendu parler. Et Dieu sait si nous baignons dans un univers culturel avec des tas de références qui circulent, alors même qu'il est impossible d'avoir pris connaissance de toutes. Ces livres dont on a entendu parler jouent un rôle dans les conversations, et rien ne nous empêche de nous exprimer dessus. Quatrième type de livre non lu, j'ai pas prétendu être exhaustif, mais j'ai pris 4 exemples caractéristiques. Le livre oublié, avec cet exemple extraordinaire de Montaigne, qui oublie tout, y compris les livres qu'il a lus, y compris le fait de savoir s'il les a lus, y compris les livres qu'il a lui-même écrits. Et cette dimension de l'oubli est fondamentale dans la lecture. Il prétend qu'il oublie même son nom.
Oui, il vit dans cette angoisse, étant donné qu'il est incapable de reconnaître les autres, de reconnaître les visages, de reconnaître les identités, de se perdre lui-même de vue et de mémoire. Mais je me sens très proche de Montaigne, et c'est pour ça que j'ai fait ce chapitre sur l'oubli, parce que j'oublie très vite moi-même. Et j'ai été frappé à propos de ce livre, parce qu'en fait il a été écrit il y a 1 an en raison des délais de publication, de préparation du livre. J'ai été frappé par le fait, en le entre guillemets, lisant, par le nombre de choses que j'avais complètement oubliées. Et je pense que j'aurais pu me trouver dans la situation de Montaigne, si quelqu'un m'en avait lu des passages, de demander de qui c'était. Alors bien sûr, vous sollicitez à l'occasion certains auteurs ou certains personnages de livres qui se joignent à votre narrateur. Et par exemple, au sujet des livres inconnus, vous vous intéressez au cas d'un bibliothécaire qu'on rencontre dans L'Homme sans qualité de Robert Musil, personnage secondaire, mais essentiel. Oui, et ce bibliothécaire se flatte de bien connaître les livres de sa bibliothèque. Pour ce faire, il a une méthode qui est de n'en ouvrir jamais aucun. Alors apparemment, on est dans le paradoxe absolu, mais ce qu'il explique et qui n'est pas faux, c'est que ce qui compte pour un bibliothécaire, ou pour un homme cultivé, pourrait-on dire, c'est d'avoir une vue d'ensemble des livres. C'est donc pas de savoir ce qu'il y a dans tel ou tel, mais c'est de connaître les relations entre les livres, comme un spécialiste des trains va s'occuper des relations entre les différents trains sur une carte ferroviaire. Et donc il enseigne à celui qui vient le voir sa méthode, qui consiste à étudier les relations entre les livres et non pas les livres eux-mêmes. Or, je crois qu'une partie de la culture, c'est justement l'étude des relations. C'est de savoir non pas ce qu'il y a dans les livres, mais où sont les livres et à quel endroit on peut aller les rencontrer si on a besoin de parler avec eux. Donc pas le contenu, mais la situation. Le contenu et la situation, mais la situation est une partie du contenu. Et c'est ça qu'il est difficile de transmettre. Le livre n'est pas seulement ce qu'il y a dedans, il est ce qu'il y a à côté. Je crois que s'intéresser au livre d'un auteur, sans essayer de voir ce qu'il a écrit à côté, s'intéresser à l'ensemble d'une œuvre d'un auteur sans voir les autres auteurs qu'il y a à côté, c'est un singulier manque de curiosité. Vous savez, en France, on est dans un schéma de bibliothèque qui est très différent de celui des États-Unis. Dans la plupart des bibliothèques françaises, si vous voulez commander un livre, vous déposez une fiche, aujourd'hui ça se fait par informatique, et puis le livre vous arrive, vous n'avez pas accès au rayon. Aux États-Unis, vous avez accès au rayon. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous promenez, vous allez chercher le livre dont vous avez besoin, mais inévitablement vous allez regarder les autres livres du même auteur, et puis vous regardez au rayon au-dessus ou au rayon en dessous. Et c'est ça la vraie recherche. Vous tombez sur quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé. Et vous pouvez être sûr, quand vous faites de la recherche, quel que soit le niveau, que si vous partez avec la représentation précise de ce dont vous avez besoin, vous ne ferez pas de découverte. En revanche, si vous regardez sur le rayon d'à côté, sur la discipline d'à côté, c'est là que vous avez une chance de trouver quelque chose de nouveau qui transforme, qui déplace le regard. Votre narrateur fait un étrange aveu. Je suppose que c'est pas votre cas. Il n'a jamais lu l'Ulysse de Joyce. Écoutez, il en a une vue d'ensemble. Écoutez, j'ai essayé d'être assez honnête dans la manière dont je parle des livres, puisque j'ai inventé un système de sigles pour indiquer pour tous les livres dont je parle quel était mon degré de non-lecture, entre le livre inconnu, le livre oublié, le livre parcouru, le livre dont on a entendu parler, étant exclu qu'il y ait des livres lus. Et sauf erreur, je crois que j'ai été sincère sur chacun des livres. Aujourd'hui, je peux me le permettre, et très franchement, non, je n'ai pas terminé Ulysse de Joyce, et je vais vous dire une chose, je n'en souffre pas, je m'interdis pas demain de le terminer, mais en quelle honte y aurait-il à ne pas avoir lu un livre, même si je pense que c'est un livre remarquable. Mais vous avez lu tous les carnets de Paul Valéry, évidemment. Bien sûr que non, mais ça ne m'empêcherait pas d'en parler. Mais je suis heureux que vous parliez de Valéry, parce que c'est un maître de non-lecture. Et il y a des textes tout à fait extraordinaires de Valéry, et Dieu sait s'il passe comme Montaigne pour un homme cultivé, où il explique les dangers de la lecture, et où il montre comment il fait. Par exemple, vous avez un texte extraordinaire qui concerne Proust. On demande un texte à Valéry à propos de la mort de Proust. Or, dans ce texte, il explique qu'il n'a pas lu Proust, mais que ça ne va pas l'empêcher d'en parler. Et de lui rendre hommage. Tout à fait. Alors d'abord, en ce qui concerne la valeur de Proust, son raisonnement, c'est qu'il ne l'a pas lu, mais plusieurs personnes de ses amis, qui ne sont jamais d'accord sur rien, sont d'accord sur la qualité de Proust. Donc ça prouve que c'est très bon. Ensuite, du point de vue de la technique de l'accès à Proust, il montre comment il suffit d'ouvrir Proust pour bien voir
qu'il y a une vie du tissu textuel proustien qui fait qu'il n'est pas nécessaire de le lire du début à la fin. Et que même, il ne va pas jusque-là, mais c'est latent, ce serait faire insulte à la richesse du tissu proustien que de le lire de la première à la dernière ligne. Et donc, il commande Proust en l'ouvrant simplement, et tout en reconnaissant qu'il ne l'a pas lu. Il y a évidemment une dimension humoristique, encore que quand on prête attention à la façon dont Valéry parle des auteurs, on peut se rendre compte que ça lui arrive effectivement de parler d'auteurs qu'il n'a pas lus, mais au-delà de cette dimension humoristique, je crois qu'il y a quelque chose de vrai, et également dans son débat avec Anatole France. Parce que là, il a été moins cool. Alors, avec Anatole France, il doit faire son discours d'introduction à l'Académie de réception française, et il va parler d'Anatole France sans prononcer son nom. Mais surtout, il explique de façon assez perverse dans la façon dont il en parle qu'Anatole France est un liseur infini. Et c'est pour lui le prototype de l'écrivain qui se perd dans les livres. Or, l'une des idées de Valéry, mais que l'on retrouve chez toute une série de maîtres de non-lecture, c'est qu'il faut faire attention. Il faut évidemment lire, mais il faut faire attention de ne pas se perdre et de ne pas se perdre de vue dans les livres. Car l'essentiel, c'est soi-même. Donc, si on ne sait pas traverser les livres et si on se noie dedans, on a un mauvais usage de la lecture. La deuxième partie de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus traite, on le disait, des situations de discours. À commencer par la vie mondaine. Alors, effectivement, j'ai essayé d'analyser de manière un peu précise, quasiment scientifique, les différentes situations où nous pouvions être amenés à parler de livres que nous n'avions pas lus. Et l'une de ces situations tout à fait caractéristiques, c'est la vie mondaine. Nous sommes dans un salon, dans une conversation, dans un café, et nous parlons d'un livre. Et ça va à ce moment-là très très vite. C'est une sorte de fantôme de livre qui va circuler. Ce que j'ai essayé de montrer, notamment à partir d'un exemple que je trouve assez remarquable, qui se trouve comme Graham Greene, c'est qu'il était tout à fait possible pour deux personnes de parler d'un livre qu'elles n'ont pas lu de manière extrêmement enrichissante pour l'une et pour l'autre. L'exemple de Graham Greene, c'est ce personnage d'écrivain de romans western, de romans populaires, qui arrive à Vienne, dans Le Troisième Homme. L'anecdote est surtout intéressante dans le livre, plus que dans le film. Il arrive à Vienne et il est pris par les services culturels pour un autre écrivain. Les deux portent le même nom. Lui s'appelle Brad Dexter, il a écrit des romans western, et l'autre s'appelle Benjamin Dexter, et c'est une sorte d'écrivain sophistiqué à la Henry James. Donc Brad Dexter est invité par les services culturels à donner une conférence, et tous les auditeurs sont persuadés qu'il est Benjamin Dexter et non Brad Dexter. On est dans le dialogue de sourds absolu, au point qu'il ne comprend même pas les questions qu'on lui pose, puisque comme c'est quelqu'un de peu sophistiqué sur le plan de la littérature, on lui pose des questions sur le flux de conscience dont il n'a jamais entendu parler, on lui pose des questions sur Virginia Woolf, il ne sait même pas qui c'est, et de manière assez étonnante, ça se passe très bien, parce que toute situation de discours met en jeu des pouvoirs, des flux de pouvoir, des positions. Dans cette situation-là, ce ne serait pas forcément généralisable, il occupe la place du grand écrivain. Donc tout ce qu'il dit est intelligent, quelle que soit l'ânerie qu'il peut dire. Et donc, quand il joue à la personne non cultivée, qu'en fait il ne joue pas puisqu'il l'est, il est interprété comme un grand écrivain, avec tous les caprices du grand écrivain, et ça se passe très bien. Et plus il parle et montre qu'il ne connaît pas l'œuvre de Benjamin Dexter, et plus le public est émerveillé par sa puissance et son intelligence. Il y a une situation de discours que vous devez bien connaître, Pierre Bayard, c'est celle de la conférence publique. Oui. Ou même du cours à des étudiants. Je donne régulièrement des cours, chaque semaine. J'essaye de lire les livres quand je peux, il m'arrive de ne pas avoir le temps, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que les étudiants, très souvent, n'ont pas lu le texte. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça ne les empêchait pas de dire à propos du texte des choses qui étaient parfois très fines. Plus encore, l'hypothèse que je fais, c'est qu'une certaine position d'extériorité au texte permet de voir des aspects du texte qui n'apparaîtraient pas autrement. Et j'ai pris un exemple, pour ne pas être trop précis vis-à-vis de mes étudiants, j'ai pris un exemple d'une anthropologue qui s'appelle Laura Bohannan et qui se rend en Afrique, dans une tribu qui s'appelle les Tives, qui entreprend de leur parler d'Hamlet. Or, les Tives ne savent absolument pas ce qu'est cette pièce. Donc, elle entreprend de leur expliquer. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la position d'extériorité complète des Tives fait qu'ils ouvrent la lecture d'Hamlet et l'esprit de l'anthropologue vers des dimensions qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Par exemple, il est habituel de dire
que Gertrude, la femme d'Hamlet, s'est remariée très vite avec Claudius. Et le public occidental, les shakespeariens, est plutôt choqué. Pas pour l'Étive, car en raison des récoltes, au contraire, le comportement de Gertrude est invraisemblable, car on ne peut pas attendre aussi longtemps. De même, l'Étive ne croit pas, contrairement à nous, aux fantômes. Donc toute la première scène du livre est réinterprétée à partir de l'idée que Hamlet a des hallucinations, puisque les fantômes n'existent pas. Et donc c'est cette position d'extériorité qui est enrichissante et qu'il faut savoir avoir aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire aucun livre, mais qu'il faut savoir être extérieur en soi aussi au livre. Là où les choses se compliquent peut-être, c'est lorsqu'on se retrouve face à l'écrivain. C'est une situation que vous connaissez mieux que moi. Ce qui m'a frappé, c'est cette idée, à partir d'un roman de Pierre Signac, qu'il y avait un risque à parler à un écrivain de son livre, quand on ne l'a pas lu, mais même quand on l'a lu aussi. Et ce risque, et je crois, il tient à cette idée que très vite, de toute façon, nous avons affaire en nous à des livres-écrans ou à une sorte de livre intérieur. La situation qui m'a intéressé, c'est celle où un journaliste, par exemple, parle à un écrivain d'un livre qu'il a beaucoup aimé. Parce que ça m'est arrivé. Et il m'est arrivé de rencontrer des lecteurs de mes livres qui m'en disaient le plus grand bien. Bon, évidemment, la situation est narcissiquement agréable, mais il m'est arrivé d'être plongé dans la perplexité, voire dans l'inquiétude, parce que le livre dont il me parlait ne correspondait absolument pas au livre que j'avais écrit, et le projet qu'ils avaient apprécié n'était absolument pas le mien. Et ça n'est pas étonnant parce que le livre, et c'est aussi cette mobilité dont je parlais tout à l'heure, le livre dont nous parlons est un autre livre que le livre matériel, c'est un livre personnel. Si nous entreprenons, parce que nous avons beaucoup aimé le livre, de confronter ce livre intérieur à celui de l'écrivain, il y a toute chance pour qu'il ne coïncide pas et que ça se passe mal. Et cette inadéquation existe également pour l'écrivain lui-même lorsqu'il est interrogé sur son livre. Ce qu'il dit du livre ne correspond pas au livre. Tout à fait. Parce que dans la conversation, à propos d'un livre, circule quelque chose d'autre que le livre. J'ai par exemple appelé le livre fantôme, qui est un livre fait à partir de fragments du livre matériel, remanié, transformé. Freud parle à propos du passé de ce qu'il appelle le souvenir écran. Les souvenirs auxquels nous tenons le plus sont en fait des souvenirs que nous avons inventés. Je crois que c'est la même chose pour les livres. Et d'ailleurs, on peut faire l'expérience à propos des livres ou des films. Allez voir un livre que vous avez beaucoup aimé dans votre enfance ou un film que vous avez beaucoup aimé. Pour telle ou telle scène, très souvent la scène n'y est même pas parce que c'est un livre ou un film reconstruit. Venons-en alors, Pierre Bayard, à la troisième et dernière partie de votre livre « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » aux éditions de Minuit, celle que vous avez intitulée « Des conduites à tenir ». Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait rester discret sur ce chapitre, mais c'est tout de même la partie sans doute la plus importante de votre livre et pour laquelle vous l'avez écrit, je suppose. Oui, alors, sans donner les conseils trop précis et trop techniques que les lecteurs ou les non-lecteurs trouveront dans le livre, une partie importante concerne ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la mobilité. Oui, et alors, avant même la mobilité, je dirais la déculpabilisation. Et là, j'ai pris un certain nombre d'exemples, notamment dans David Lodge, pour montrer qu'il fallait apprendre à se déculpabiliser face à ce genre de situation. Ensuite, vous avez une honte. Voilà. Et c'est quelque chose de très important, parce que finalement, c'est une des visées de la psychanalyse, quelle qu'elle soit, d'apprendre au sujet à vivre avec soi-même. Et dans la honte, dans la culpabilité, on devient deux et on ne s'aime plus, ce qui est vraiment dommage à propos des livres. Alors, vous disiez, la mobilité est tout à fait fondamentale. Le livre bouge dans sa valeur et même dans son contenu. Dans sa valeur, nous savons très bien qu'un livre sera tout à fait différemment accueilli suivant la place de celui qui l'a fait. J'ai pris un exemple dans Balzac, dans Illusion perdue, où Lucien de Rubempré présente un recueil de poèmes à un éditeur, à une époque où il est inconnu, et l'éditeur ne prend même pas la peine de l'ouvrir, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'en parler, Lucien de Rubempré pouvant se convaincre du fait que l'éditeur ne l'a pas lu par un dispositif que je recommande, qui est celui d'une ficelle mise autour du manuscrit avec une tache d'encre qui permet de voir
que le manuscrit n'a pas été ouvert. Là, les livres ne sont que la 5e roue du carrosse. Ce qui compte, ce sont les jeux de pouvoir. Ce sont les jeux de pouvoir. Et lorsque Lucien de Rubempré, très rapidement, gravit les échelons de la culture et devient quelqu'un d'important et un critique qui est redouté, son recueil de poèmes devient un chef-d'œuvre et devient un volume important. Alors évidemment, il y a là un excès dans la présentation, mais il y a quelque chose de fondamentalement juste, je crois, en ce qui concerne déjà cette première forme de mobilité qui est la valeur du livre. Mais cette mobilité concerne aussi le contenu. Le contenu du livre se modifie suivant les lecteurs et suivant les situations. Je pense par exemple à un exemple que j'ai pris dans Soseki, le romancier japonais, où un personnage affirme à propos d'un livre qu'il n'a pas lu qu'il y a telle ou telle scène concernant la mort d'une héroïne. En fait, j'ai entrepris de montrer que si on est très attentif, on ne peut pas être aussi radical que ce qu'il dit. Le contenu d'un livre est quelque chose qui est également très mobile parce qu'il varie suivant la situation. Donc gardons-nous d'affirmer que telle ou telle scène ne se trouve pas dans un livre. On peut mentir et le mensonge génère l'invention. Alors évidemment, l'une des démarches, des pistes que j'ai suivies et que je prône, c'est celle de l'invention. Il faut être créateur. D'abord, il faut être créateur dans la situation où nous nous retrouvons souvent de devoir parler de livres que nous n'avons pas lus. Et j'essaye de suggérer qu'il faudrait reconnaître comme un véritable art, une véritable discipline à enseigner cette disposition, cette disponibilité pour inventer. Mais plus profondément et plus sérieusement, je crois que nous devons transmettre aux non-lecteurs ou à ceux qui hésitent à rentrer dans la culture, qui ont des difficultés à rentrer dans la culture, cette idée qu'il faut être un créateur soi-même. Créateur de soi, mais même créateur d'autres livres. Une des réserves de tous ces maîtres en non-lecture que nous avons signalés, Valéry, Montaigne, Oscar Wilde, plus encore, une des réserves quand ils disent « faites attention quand vous lisez », c'est une réserve qui concerne la potentialité de création des lecteurs. Si nous voulons être des créateurs nous-mêmes, il faut faire attention de ne pas s'enliser dans les livres. Et donc il faut apprendre à lire dans les livres ce qui nous concerne nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, et qui nous permettra d'inventer. Donc lire le moins possible pour quitter le moins possible son univers personnel. En tout cas, lire le moins possible, je dirais non parce que ça voudrait dire que ce serait édicter des lois. Je ne suis pas du tout pour remplacer la lecture linéaire par un « il faut », « on doit », etc. En tout cas, ne pas quitter son univers personnel conduit pour chacun, à mon sens, à des trajectoires dans les livres tout à fait variées. Et c'est cette variété de possibilités des trajectoires que je voudrais essayer de transmettre. Devenir créateur soi-même, c'est-à-dire devenir soi-même. C'est ça, finalement, l'objectif. Oui, que ce soit dans une discipline artistique, une discipline d'écriture ou dans d'autres disciplines, mais le créateur, l'écrivain, le critique a un certain mode d'accès aux œuvres littéraires ou artistiques. Il va très souvent, pas exclusivement, mais ne pas rester passif. Il va essayer de voir ce qui l'intéresse, ce qu'il peut réutiliser, l'idée qui lui sera profitable. Et ça, c'est une toute autre démarche qui n'interdit pas d'ailleurs la lecture linéaire, mais qui permet de varier les modes de lecture. On ne lit pas en subissant, on lit avec le projet de créer soi-même à un moment ou à un autre. Ce qui compte, c'est la possibilité de se découvrir soi-même. Oui, ça a été dit par tous, et je crois qu'il y a une manière passive de lire qui interdit de se découvrir soi-même, c'est-à-dire de sélectionner. Car la lecture est une sélection. On ne peut pas tout lire de la même manière, on ne peut pas lire tout le livre, on ne peut pas lire tous les livres, donc il faut choisir. Choisir implique une capacité à se diversifier en fonction de ce que l'on veut être et de sa propre richesse intérieure à développer. Seulement voilà, il a fallu tout un livre pour écrire tout ça. Il a fallu tout un livre et puis toute une réflexion menée à travers les livres, parce qu'évidemment, tout bon lecteur sait bien que ce livre qui prône la non-lecture est quand même un livre de lecteur ou un livre de parcoureur. Parce que les 12 auteurs que j'ai analysés et les 12 scènes majeures qui constituent ce livre, elles ne sont pas faciles à trouver. C'est de l'expérience dont on parle peu finalement, même si nous la connaissons. Et là, je retrouve le tabou qui
porte sur la non-lecture. Les écrivains le savent bien, les critiques le savent bien, les enseignants le savent bien, mais ils hésitent à le dire. Et donc il a fallu traquer ces scènes dans les livres et donc faire le contraire de ce que je dis, lire beaucoup, ou bien faire ce que je dis, c'est-à-dire savoir lire en cherchant et en créant. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus? L'essai de Pierre Bayard est publié aux éditions de Minuit. Du jour au lendemain, Georges Sautour, Pierre Villers, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 2007. Pierre Bayard vient de publier aux éditions de Minuit l'affaire du chien des Baskerville, où l'on apprend que Sherlock Holmes s'est trompé.